Bonjour et bienvenue sur Flesh and Blood FR. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu et comment y jouer. Donc cette vidéo s'adresse forcément qu'aux débutants, aux gens qui veulent commencer ou qui ont déjà commencé Flesh and Blood mais qui ne sont pas sûrs de leur base. Si vous connaissez quelqu'un d'autre qui veut s'y mettre, n'hésitez pas à partager cette vidéo en espérant que ça leur vienne en aide. Alors, pour commencer Flesh and Blood, ce qui est important, c'est de choisir un héros. Je conseille de choisir un des 4 héros de Welcome to Wrath, qui sont les héros de base, donc qui sont Bravo le gardien, Reinhard la brute, Dorinthia la guerrière et Katsu le ninja. Ces 4 héros sont plus simples à appréhender que les 7 d'après, qui sont Arcane Rising et Monarch. Donc, après avoir choisi votre héros, je vais vous présenter une carte de héros. Donc moi, je vais prendre Bravo pour vous présenter le jeu aujourd'hui. Quand on analyse la carte, on voit qu'en bas à droite, c'est ce cercle vert et ces 20 sont ses points de vie. Sachez qu'il peut avoir différents points de vie, différents par rapport au héros. Ensuite, à gauche, vous avez les points d'intelligence. Donc ces points d'intelligence sont le nombre de cartes que vous pouvez piocher à la fin de votre tour. Forcément au début quand vous commencez la game, mais surtout à la fin de vos tours, c'est la règle à Flesh and Blood. Ensuite, vous voyez que c'est un héros young, donc jeune. Donc ces héros s'adressent seulement et peuvent être seulement joués en scellé, draft et au format blitz. Donc c'est un format plus rapide, donc c'est pour ça qu'il y a moins de points de vie. Les formats classiques construct, ce qu'on appelle le construit classique, les héros adultes, comme nous les appelons, ont eux 40 points de vie, ou 30 pour le wizard par exemple. Et par contre, ils ont toujours la même intelligence. Donc c'est juste pour rallonger, on va dire, les games et d'avoir un style différent que le blitz, qui est un format beaucoup plus rapide, qui, on calcule, se finit normalement une partie en environ 30 minutes. Donc, ensuite, chaque héros va avoir une ou 2 armes. Donc, comme vous pouvez le voir, l'arme de Bravo, Anothos, est une arme à 2 mains. Il existe également des armes à 1 main, donc vous pouvez en équiper 2, forcément. Et en bas à gauche, vous avez le nombre d'attaques qui est représenté par cette flèche. Donc ici, c'est 4 d'attaque. Ensuite, dans le texte, il vous montre qu'il faut payer 3 ressources, donc les 3 ronds rouges, pour attaquer. Donc vous pouvez faire ça une seule fois par tour. Vous ne pouvez pas réutiliser cette arme, à moins que vous ayez une carte qui vous le permette. Ensuite, ils disent que si cette carte dit que si vous avez 2 cartes d'un coup de 3 ou plus, elle gagne plus d'attaque. Donc vous allez voir plus tard comment ceci interagit. Ensuite, chaque héros va avoir 4 équipements pour commencer la game. Donc ici, on a les équipements basiques pour vous défendre des attaques physiques. Donc ils sont pour la tête, le torse, les bras et les jambes. Ensuite, vous pouvez voir jusqu'à 9 différents équipements. Donc les équipements supplémentaires vont être votre side, si vous voulez. Car quand vous allez commencer une game, votre adversaire va révéler son héros et à ce moment-là, vous pouvez décider quels équipements vous allez attacher à votre héros. Donc ce qui est très important sur certaines classes que vous allez voir dans le futur, qui sont comme le Runblade et le Wizard, qui vont faire des dégâts d'arcane. Donc du coup, vous devriez adapter vos équipements en ce sens. Ensuite, nous allons faire un deck de 40 cartes. Donc en Blitz, on ne peut pas avoir plus ou moins de cartes que 40. Et donc c'est 40 cartes sans compter le héros, les équipements et les armes. Donc ça, c'est vraiment votre deck. Ensuite, donc vous pouvez seulement utiliser les cartes de la classe ou du héros spécifique et des cartes génériques. Vous ne pouvez pas utiliser forcément une carte de ninja pour un gardien, ça n'aurait pas de sens. Donc ça, il faut vraiment regarder les cartes que vous pouvez utiliser pour faire votre deck. Ensuite,
pour le deck building, ça ce sera une autre vidéo, car sinon ce serait une vidéo trop longue pour vous expliquer ça ici. Mais je vous indique pour commencer, ce qui est le plus simple, c'est de vous rendre sur le site. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, fabdb.net. Où il y a beaucoup de decks list budget qui sont très intéressantes, qui sont faites que de communes ou de communes et de rares. Donc ça dépend de ce que vous avez sous la main. Si vous avez déjà des Majestics, ça devient déjà un peu plus intéressant. Et sinon, je vous invite à regarder ma chaîne qui est en anglais, si vous n'avez pas de problème avec l'anglais, et vous verrez ceci. Donc, où j'introduis des decks budget et aussi des decks, je dirais, complets. Et j'explique comment les jouer, comment appréhender le héros. Donc si ceci vous intéresse, je vous glisse le lien de ma chaîne anglaise également dans la description de la vidéo. Donc maintenant, on va prendre une carte pour vous l'expliquer en détail. Ici, je vais prendre Disable. Donc comme vous pouvez le voir en haut à gauche, vous avez 3 points rouges qui représentent la valeur de pitch. Donc sur Flesh and Blood, vous avez pour l'instant 3 valeurs de pitch. Le bleu qui vous fournit 3 ressources, le jaune qui vous en fournit 2 et le rouge qui vous en fournit que 1. Ensuite, si vous voulez, vous allez pitcher cette carte, donc ça veut dire que vous allez la mettre à gauche de votre deck. Elle ira en dessous de votre deck à la fin de votre tour. Ensuite, ce pitch-là va vous permettre d'avoir des ressources pour payer une carte et jouer une carte de votre main, ou payer une action l'action d'attaque de votre arme, ou de payer une action d'un équipement, c'est aussi possible. Donc votre idée au début quand vous faites un deck, c'est de balancer assez entre le bleu et le rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait le bleu vont être les ressources du deck et le rouge vont être les cartes, on va dire, agressives avec lesquelles vous allez attaquer ou déclencher des actions plus puissantes. Donc les cartes rouges vont avoir plus de force mais moins de ressources, et les cartes bleues vont avoir plus de ressources et moins de force. Donc c'est ce qui est un peu, je dirais, difficile au début, c'est de comprendre quand vous faites vos decks, de combien vous avez besoin, etc. Ce qui va engendrer pas mal de tests à faire de votre côté. Ensuite, en haut à droite, vous voyez que le coût de la carte, donc ici elle est de 5. Donc ici pour avoir assez de ressources pour la payer, il vous faut en tout cas une carte bleue et une carte jaune, voire 2 cartes bleues, et il vous reste une ressource. Donc comme vous pouvez le voir, sur une main à 4 cartes, il vous faut 3 cartes. Vous jouez 3 cartes en une seule fois. Donc ici, le Disable à 5, plus 2 cartes dans le pitch pour vous permettre de la jouer. Donc c'est ça qui est intéressant, ça veut dire que la carte peut être ambivalente. Elle peut être jouée comme ressource, ou elle peut être jouée comme une attaque ou comme une action. Ici, en bas à gauche, vous allez avoir les points d'attaque, ici qui sont de 7. Et en bas à droite, vous avez les points de défense. Donc ça veut dire que durant le tour de votre adversaire, vous pouvez défendre avec les cartes que vous avez en main. Vous n'avez rien besoin d'activer ça, à moins que ceci est noté sur la carte. Mais par exemple, votre adversaire va vous attaquer pour 3 ou 2, et vous pouvez sacrifier cette carte pour défendre l'attaque de votre adversaire. Ce qui est important ici à réaliser, c'est que, comme je vous les ai dit au début, vous allez piocher les cartes en fin de tour. Donc, ce qui rend votre anticipation beaucoup plus compliquée. Ça veut dire que vous devez anticiper beaucoup plus, et ce qui rend le jeu plus complexe, on va dire ça comme ça. Car durant le tour de votre adversaire, vous ne voulez pas réduire votre main à 0 et tout défendre. Car ensuite, à votre tour, vous n'aurez plus de cartes pour attaquer. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que vous devriez calculer combien de dommages vous pouvez prendre pour vous ensuite avoir à votre prochain tour assez de cartes en main pour faire une action, pour faire une attaque. Donc c'est tout ça que vous devez prendre en compte entre votre tour et celui de votre adversaire. Donc quand votre adversaire joue, vous continuez à jouer. Vous ne faites pas juste de le regarder jouer. Vous devez déjà vous réfléchir à votre prochain tour.
Donc ça, c'était pour une attaque action. Ensuite, vous avez encore d'autres cartes différentes. Donc quand vous lancez une attaque, celle-ci se met dans la chain link. Donc ça veut dire que vous allez commencer une chaîne d'attaque. Quand vous commencez une chaîne d'attaque, vous ensuite donnez la priorité à votre adversaire de se défendre avec les cartes qu'il a en main ou ses équipements. Après ceci, quand il a décidé de bloquer ou pas avec des cartes ou des équipements, vous allez rentrer en phase de réaction. Donc durant cette phase-là, seulement les cartes d'attaque et de défense-réaction, donc ici je vous mets en exemple Think Below et Plummel, peuvent être jouées. Vous ne pouvez plus redéfendre avec un équipement durant cette phase-là. Donc on va regarder ensemble Think Below, donc elle défend pour 4, elle coûte 0, donc vous pouvez la jouer seulement durant une défense-réaction. Vous ne pouvez pas, par exemple, la jouer quand vous bloquez à la première phase avec votre équipement ou la carte de votre main qui n'est pas une réaction. Ensuite, votre adversaire peut répondre comme une attaque avec une attaque-réaction ici avec Plummel. Donc, par contre, il doit payer les 2 de ressources pour pouvoir l'utiliser. Et ensuite, votre adversaire peut répondre de nouveau avec une défense-réaction s'il en a une ou s'il veut en utiliser une ici. Donc c'est très important de comprendre ceci. Ça veut dire que la défense dans Flesh and Blood se fait en 2 temps. Le premier temps où vous pouvez choisir de défendre avec vos cartes en main qui ne sont pas des réactions et des équipements. Et la deuxième phase où c'est seulement des défenses-réactions. C'est la même chose pour une attaque. Une attaque a une première phase où elle est une attaque simple. Et ensuite, vous pouvez surenchérir, on va dire, avec une attaque-réaction. Voilà ce qui termine l'explication de base des cartes. Maintenant, nous allons passer à la mise en place d'une game et de comment la commencer. Voilà, donc maintenant, on va passer à la mise en place pour commencer une game. Donc là, vous allez mettre votre héros au centre. S'il n'a qu'une arme comme Bravo, vous allez avoir une place ici. Et si vous avez une deuxième arme, vous pouvez la mettre ici. Ensuite, ça va être l'équipement de tête, l'équipement de bras, que je vais mettre ici, l'équipement du torse et l'équipement des jambes. Donc ça, c'est comment vous mettez en place de côté pour les équipements. Et ensuite, vous mettez votre deck ici. Ici, vous allez avoir, excusez-moi, on ne voit pas trop parce que la caméra n'est pas assez haute, mais ici, vous allez avoir le cimetière, ici, la zone de banish, et ici, le pitch. Donc ça, c'est le plus important. Et en haut, vous allez avoir la combat chain. Donc quand vous lancez vos attaques. Et ensuite, on n'a encore pas parlé de l'arsenal, mais ça, on va voir ça maintenant. Donc au début du jeu, on va piocher le nombre de cartes, excusez-moi, par rapport à l'intelligence du héros. Donc ici, c'est 4. Donc les 2 joueurs piochent 4 cartes. Forcément, on va lancer un dé pour savoir qui commence. Donc ici, j'ai pas d'adversaire, mais on va faire une partie, enfin un premier tour juste pour voir. Donc là, j'ai pioché 2 cartes avec du pitch bleu, une carte en pitch rouge et une carte en pitch jaune. Alors, il faut savoir qu'il y a une autre chose ici qui va devenir très importante, c'est que sur un tour, vous allez avoir droit à une seule action. Donc, on appelle ça un point d'action, c'est-à-dire que quand vous utilisez cette action, et si vous n'avez pas une autre manière de continuer votre action, ici, ça s'arrête votre tour. Donc, les seuls moyens pour avoir une action supplémentaire, c'est le seul moyen. Un des moyens, c'est d'avoir un go again, comme sur cette carte ici. Donc, on pourrait traduire par « vous pouvez aller encore une fois ». C'est pas une belle traduction, mais ça va le faire pour vous expliquer. Donc, il y a des classes comme par exemple Ninja qui vont avoir beaucoup de cartes avec Go Again, mais des attaques faibles. Tandis que une classe comme Bravo
un héros comme Bravo va avoir beaucoup d'attaques, excusez-moi, des attaques beaucoup plus puissantes, mais sans Go Again. Donc il va taper plus fort, mais une seule fois, tandis que Ninja va attaquer plus faible, mais plus de fois. Donc, si vous voulez, c'est un espèce de choix technique, comme on dit en anglais, entre go wide, donc c'est d'aller large, ou donc de jouer plus de cartes, ou go tall, qui veut dire d'aller plus haut dans les nommages. Donc ça, c'est les deux stratégies de base de Flesh and Blood. En fait, ensuite, ça se démocratise en différentes autres stratégies, mais ça, c'est les deux stratégies de base. Donc ici, on va vouloir jouer surtout les cartes rouges et jaunes. Ici, votre tour peut être simplement, la carte ici coûte 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pitcher 3. Il va vous rester une ressource. Donc, on va jouer cette carte Aura ici qui a Go Again. On s'en fout un peu du texte, hein. C'est vraiment pour vous montrer. Donc, on la joue et la Go Again. Donc là, on a une nouvelle action qu'on peut faire. Ensuite, on peut pitcher, soit ici, vous avez le choix. Soit vous pouvez pitcher, donc ici, vous avez encore un point d'action. Donc vous pouvez pitcher une deuxième carte qui vous monte un total de 4. Et vous pouvez jouer Debilitate, qui coûte 4 et qui attaque pour 7. Donc ça, c'est une possibilité ici. Ensuite, vous n'avez plus de cartes en main. Et à la fin de votre tour, s'il vous reste des cartes en main, vous pouvez décider d'en mettre une dans l'arsenal. L'idée ici aussi, c'est de vider votre main la plupart du temps, car vous allez piocher les cartes à la fin de votre tour. Donc, la Flesh and Blood vous pousse à utiliser le plus de cartes possible. Donc là, on a utilisé toutes les cartes. Une autre stratégie serait été de également jouer le début le même, donc avec Blessing of Deliverance. Et là, il vous reste un pitch. Ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser de nouveau la même carte pour pitcher, et à la place d'attaquer avec le marteau, qui va attaquer pour 4 du coup, parce qu'il n'y a pas de coups à 3 ou plus. Donc vous attaquez avec le marteau, et avec la carte qui vous reste en main, vous attendez la fin du tour et vous pouvez la mettre dans l'arsenal. Donc, ce qui fait qu'à votre prochain tour, vous avez potentiellement, enfin, vous avez en théorie 5 cartes jouables, donc 4 dans la main et une carte dans l'arsenal. C'est très intéressant car maintenant c'est la fin du tour. Je vais piocher mes 4 cartes. Je vais mettre l'arme de nouveau dans sa zone d'arme, elle va pas être détruite, et la carte utilisée va dans les cimetières. Les cartes de pitch vont retourner sous le deck, et normalement on pioche après, j'ai pioché avant, mais la carte de pitch retourne en dessous et vous piochez les 4 cartes. Parce que j'en ai 3. Donc maintenant, théoriquement, c'est au tour de l'adversaire, donc c'est lui qui va vous attaquer. Donc à ce niveau-là, vous pouvez défendre avec les cartes que vous avez en main. Donc ici, vous avez par exemple une défense-réaction à 4. Vous avez des cartes qui ont 3 défenses, 2 défenses et 3 défenses également. Donc là, il va vous attaquer. Par exemple, je vais juste prendre peut-être une carte d'attaque. On va dire en théorie qui vous attaque pour 7 ici. Donc ici, vous avez un choix à faire. Ça veut dire que soit vous pouvez prendre les 7 de dommages. Ce qui est en blitz, c'est compliqué parce que ça va déjà quasiment être la moitié de vos points de vie qui vont partir. Soit vous pouvez bloquer avec des équipements qu'on a ici. Donc ici, il a 7. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer 2 on va bloquer même 3 avec les équipements, comme ceci. Et il reste 4. Et ici, vous avez une défense-réaction qui coûte 0 et qui défend pour 4. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire à votre adversaire, voilà, j'ai terminé ma défense. Maintenant, on va rentrer en zone, en phase de attaque et défense-réaction, donc ce que je vous parlais précédemment. Et ici, vous pouvez jouer Sink Below pour vous protéger de 7. Donc, l'idée, c'est de laisser l'adversaire aussi
jouez d'abord son attaque-réaction s'il y en a une. Sinon, vous jouez la défense-réaction. Et ensuite, lui peut de nouveau jouer une attaque-réaction. Ici, on va dire qu'il n'a pas d'attaque-réaction. Donc, du coup, son attaque se termine. Et vous allez mettre ça au cimetière. Vos équipements, alors celui-ci ne se détruit pas parce qu'il a Baltor Wand. Donc, il va juste prendre un compteur de moins, mais il va être à 0, donc il ne pourra plus défendre, mais il ne se détruit pas. Et ces deux-ci ont Blade Break, donc c'est-à-dire qu'ils vont se casser, donc ils vont aller au cimetière. Et votre tour se termine, donc cette attaque n'a pas fait de dégâts. Et maintenant, c'est de nouveau à votre tour. Et ici, vous allez avoir 3 cartes en main et une carte dans l'arsenal. Donc c'est comme si vous avez 4 cartes, hein, effectivement. Et là, vous allez... Excusez-moi. Vous voyez que vous avez un pitch de chaque couleur. Ici, c'est un yellow pitch également. Alors, quand vous avez une carte dans l'arsenal, la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est de la pitcher. La seule chose que vous pouvez faire depuis l'arsenal, c'est de la jouer. Vous pouvez non plus pas remplacer une carte de l'arsenal. Ça veut dire que vous finissez votre tour avec une carte en main et vous avez déjà une carte dans l'arsenal. Vous ne pouvez pas la switcher si vous voulez. Elle reste dans l'arsenal jusque quand elle est jouée. Donc, vous faut faire vraiment attention et réfléchir vraiment à vos actions de quelle carte de mettre dans un arsenal. D'habitude, la plupart des cartes qu'on met dans un arsenal, c'est des cartes rouges. Parce que c'est des cartes qu'on veut jouer et attaquer avec. Et pas les bleus parce qu'on veut les garder pour les pitcher. Or, c'est pas possible de pitcher des cartes de l'arsenal. Donc ça, c'est ce qu'on fait en théorie. Ensuite, ici... vous voyez que vous avez des cartes, donc 3, donc ça coûte 4 également. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que ici je ne vais pas avoir le go again, donc j'ai le droit à qu'une seule action. Donc je vais pitcher pour 3 et je vais pitcher pour 4. Je vais attaquer de nouveau avec mon debilitate que j'ai dans l'arsenal et il va défendre, etc. Et ensuite le tour se termine, donc ça va dans le cimetière, ceci va en dessous du deck. Vous mettez ça dans l'arsenal et vous piochez 4 cartes. Donc c'est toujours assez intéressant de finir un tour, si vous le pouvez bien sûr, avec une carte dans l'arsenal. Pourquoi? Parce que ça vous donne un card advantage sur votre prochain tour. Donc vous avez peut-être potentiellement une carte de plus avec laquelle vous pouvez défendre votre main. Ou, excusez-moi, dans l'arsenal, vous pouvez également jouer des défenses-réactions et des attaques-réactions. C'est aussi, donc il n'y a pas que des attaques que vous pouvez jouer, mais des cartes que vous pouvez jouer sont aussi des défenses et des attaques-réactions. Donc ici, dans l'arsenal, ce qui est intéressant, c'est des attaques forcément, des défenses et des attaques-réactions. Désolé si je me répète, mais c'est très important. Et voilà, donc ça c'est comment se passe, je dirais, un tour de Flesh and Blood. Donc petit rappel, à la fin du premier tour de chaque joueur, les 2 joueurs piochent. Donc ça veut dire que de partir premier à Flesh and Blood n'est pas forcément un avantage parce que la personne va vous attaquer et vous pouvez défendre, on va dire. Alors, si on compte que vos 3 cartes peuvent défendre à 3 jusqu'à 12 de dommages. Donc c'est très rare qu'il va vous faire 12 de dommages comme ça au premier tour, plus que 12. C'est possible, ça arrive à certaines classes comme par exemple Bravo, etc. Donc dans ce sens-là, partir premier n'est pas forcément un réel avantage. Il y a certaines classes où il y en a un. Et il y en a certaines qui préfèrent partir second. Ce sont surtout les decks aggro. Parce qu'ils vont jouer plein de cartes qui attaquent et vous devez choisir la défense. Et donc du coup, il va vouloir vous forcer à vous défausser, on va dire, de cartes pour vous défendre et d'avoir un tour plus faible ensuite. Voilà. Donc ça, c'est les premières petites stratégies que je parle ici. Comme ça, vous les avez un peu en tête quand vous jouez. Sinon, pour moi, je vous ai expliqué vraiment la base de la mise en place et d'un premier tour, je dirais même les 2 premiers tours d'une game de Flesh and Blood. Si vous avez la moindre question, vous pouvez les laisser dans les commentaires, je répondrai. Et sur ce, je pense que ma prochaine vidéo va arriver tout bientôt. Je pense faire une plus large présentation en fait du jeu avec les héros qui sont rentrés dans Arcane Rising et dans Monarch. Donc du coup, si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et sur ce, bonne journée.